Aloha, Allô, Aloha, allô. Aloha, Aloha, Corinne. Merci, Sarah, d'être là. Merci. Petit souci de connexion ce matin, même gros souci de connexion. Donc, merci d'être là. Merci, 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 Corinne. Ah, chaque jour se suit et ne se ressemble pas. Hier, c'est Elisabeth qui a eu des soucis de connexion. Aujourd'hui, c'était moi. Mon navigateur a décidé de ne pas marcher le temps de changer de navigateur. Mais ça a pris quelques minutes. En tout cas, merci d'être là. Merci d'être là, Corinne. Merci Muriel de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi pour cet élément différenciant. Et merci et bonne année Oui, à Muriel merci. et à tout le monde, à tous les participants, une douce et chaleureuse année Merci beaucoup. 2024. Aloha, aloha, Gisèle. Merci, Vanessa. Aloha. Aloha, tout le monde. Merci d'être là. C'est le truc qui est jamais agréable de courir comme ça. Mais bon, l'essentiel, c'est de se retrouver, c'est d'être là. Bon, déjà par rapport à hier où j'ai perdu en route mon invité. Aujourd'hui, j'ai pas Ah, perdu mon invité. C'était juste un souci de connexion, mais mon invité est là, donc ça va aller. Dans le oui, je malheur, suis là. il y a toujours de la joie. Ok, ok, super. En tout cas, on va quand même démarrer. C'est vrai que j'aime bien attendre quelques petites minutes, 4-5 minutes, mais on va démarrer puisqu'on a déjà pris un peu de retard. On va démarrer donc ce nouvel. L'objectif, c'est une fois de plus de parler de ce qui fait l'unicité des entrepreneurs. Bien évidemment, en 1 heure, parce que souvent ça dure 45 minutes, 1 heure, même si à la base, je pense voilà, que ça sera beaucoup plus simple, mais bon, ben, il y a des échanges et c'est très bien. En tout cas, en si peu de temps, on ne peut pas aborder la profondeur, la largeur et l'immensité de cette thématique. Mais l'objectif, c'est avec chaque intervenant jour après jour, de donner un aspect qui va vous aider l'entrepreneur que vous êtes à mieux comprendre ce qu'est, à quoi sert cette différence, peut-être déjà identifiée, peut-être pas forcément bien vécue, et en quoi ça peut faire un plus dans l'activité, en quoi ça peut faire un plus, en tout cas de manière positive, dans son déploiement et peut-être aussi dans sa progression vers le succès. Donc, l'objectif, c'est pas que je sois là à chaque fois, en tout cas que je prenne la parole, même si je suis là, que ça soit moi qui expose les faits et qui partage des clés avec vous. L'objectif, c'est qu'à chaque fois qu'il y ait une invitée différente à chaque fois pour vous en parler, pour vous interpeller. OK? Donc, si vous souhaitez aussi, comme Corinne et d'autres, me rejoindre pour en parler lors d'une des matinales de 8 heures du lundi au jeudi, n'hésitez pas, il y a le lien en commentaire. Donc, ce sera avec grand plaisir, bien évidemment, pour peu que vous ayez de la matière, de la valeur, du contenu à partager sur votre élément différenciant. Maintenant, ceci étant dit, donc encore une fois, allô à tout le monde. Merci d'être là, merci d'avoir patienté, merci d'avoir dit oui, Corinne. Et on va commencer tout simplement par te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, pour savoir qui tu es et ce que tu fais. Donc, c'est à toi, Corinne, je te laisse te présenter. Merci Muriel. Alors, Corinne Barren, qui suis-je? J'ai 30 ans de vie professionnelle derrière moi en tant que salariée et j'ai maintenant 28 ans en tant que bénévole dans une association. J'ai mené les deux en parallèle et j'ai été administrateur pendant 10 ans et au bureau d'une association. Quand j'étais salarié en entreprise, durant plusieurs années, j'ai connu ce qu'on appelle la journée solidaire ou la Responsible Day ou la Charity Day. Chacun y met le titre qu'il souhaite ou qu'il veut. En fait, c'est une journée où tous les salariés vont réaliser une action dans une association. C'est organisé par l'entreprise. C'est très bien. On y va tous. C'est obligatoire, soit en y mettant tout son cœur, soit en traînant un peu les pieds. À la fin de la journée, on rangeait le t-shirt qu'on avait eu pour la journée et on le ressortait l'année prochaine si on savait où on l'avait rangé. Et à la fin de cette journée, des salariés ont dit c'est bien cette journée au profit d'une association, mais j'aimerais faire plus, mais je ne sais pas où, quand, comment, il y a les enfants, le transport, la famille.
Moi, j'étais salariée. Cette phrase est restée dans un coin de ma tête. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je le sais. C'est-à-dire que quand j'ai perdu mon travail il y a 4 ans, il fallait que je retrouve un autre emploi et je ne suis pas toute jeune. La phrase des salariés m'est revenue en tête. Je voudrais faire plus, mais je ne sais pas comment. Et là, je me suis dit, il faut relier le monde professionnel et le monde associatif par du mécénat de compétences, mais je vais le faire différemment. C'est-à-dire que le mécénat de compétences, c'est un concept qui existait, souvent réservé aux consultants, mais moi, je vais le faire différemment. Voilà qui suis-je, et j'ai donc créé Boss pour une assoce pour développer et gérer le mécénat de compétences pour les entreprises qui souhaitent le mettre en place, mais qui n'ont pas le temps, c'est normal, de l'organiser et de le gérer de A à Z. Et donc, je le fais pour les entreprises. À côté de ça, je l'enseigne aussi dans quelques écoles, et j'aimerais plus. Et à côté de ça, je suis responsable RH et finance 3 jours par mois pour une start-up. Ce qui me permet de rester dans le bain, voilà, de connaître les startups, de connaître c'est dans la tech et de rester dans le bain RH en même temps. Et ma priorité, c'est le développement du mécénat de compétences. Super, merci Corinne. Moi, je lâche un cœur parce que je sens la passion et l'engagement. Tout ce qui est associatif, ça me touche beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé là-dedans. Tu dis que tu aides à mettre en place ce mécénat, mais tu le fais différemment. Bien évidemment, Oui. tu te doutes que ce mot différemment m'a interpellée, puisqu'on est en train de parler d'éléments différenciants. Donc, quand tu dis différemment, est-ce que la différence par rapport à quoi? Bah, par rapport à la manière de gérer le mécénat de compétences, par rapport à, voilà, et à la façon unique de mettre en place ce mécénat de compétences, par rapport à d'autres structures, d'autres organismes qui font, avec tout le respect que j'ai pour les autres structures. Mais pour moi, ça me convient pas. Ce que font les autres, voilà, c'est bien, mais ça me convient pas, ça me ressemble pas. Donc moi, je me suis dit, je vais le faire différemment, quelque chose, je veux dire, auquel je crois, sans trop de blablabla et sans ça un peu qui me gêne, c'est de faire tout par des plateformes ou en digitalisant. Donc je le fais, voilà, selon je veux dire, selon mon caractère, selon mon essence, je vais le faire à ma façon, vraiment différente et pour voilà, me différencier des autres et pour être unique sur la façon de faire, ce qui permet voilà, de se faire remarquer, je vais dire. Super, mais écoute, en tout cas, tu as mis le pied dans le plat parce que c'est vraiment ça, en fait. Tu es en train d'expliquer qu'il y a une façon de procéder sur le marché pour mettre en place le mécénat de compétences. Donc là, ce qui est sur le marché, c'est quelque chose qui est un peu plus automatisé. Et toi, en fait, tu le fais à ta manière. Donc, est-ce que ça veut dire que tu es plus dans l'humain? Est-ce que tu es plus dans les relations ou peut-être dans la présence physique? En tout cas, tu le fais plus de manière à ce que tu sois aligné et que ça fasse sens pour toi. Et tu te dis qu'à partir de ce moment-là, ça fera sens aussi à d'autres, pour d'autres, si j'ai bien compris. Là, tu pars de toi. Exactement. Moi, je suis plus, je veux dire, terrain. C'est peut-être mes racines paysannes. Moi, j'aime bien être comprendre et être acteur totalement de ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai décidé de ne pas passer par des plateformes digitales qui, pour moi, rompent en partie le lien humain. Le message de compétence, c'est quand même mettre en relation des entreprises et des associations pour que des salariés offrent leurs compétences à des associations sur leur temps de travail, tout en étant rémunérés avec une défiscalisation possible par l'entreprise, pour l'entreprise. Donc, on peut passer par des plateformes. Les associations mettent leur mission sur les plateformes. On dit aux salariés, voilà, vous pouvez faire les messages de compétences, allez vous connecter sur les plateformes et puis vous trouvez l'association qui vous correspond. La seule chose, c'est que soit les salariés, ils le font pas parce qu'ils n'ont pas envie de chercher, et ceux qui sont pas forcément à l'aise avec les plateformes et tout ce qui est digital ne vont pas y aller. Et moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est que la plateforme digitale viendrait peut-être après, mais pas en ce moment, parce que je veux qu'il y ait une bonne adéquation entre les compétences des salariés et les missions offertes par les associations. Et c'est ce bon matching, alors j'essaye de le faire au maximum, là, qu'il y ait un bon matching, pour que
et le salarié et l'association soient contents dans le mécénat de compétences et que ça donne du sens à chacun. Et on s'aperçoit qu'il y a quelques actions qui râlent parce qu'ils reçoivent des salariés dont les compétences ne sont pas en adéquation avec les missions. Et moi, le fait de rencontrer les salariés, de recueillir leurs compétences et leurs souhaits, ensuite je vais chercher des associations, je contacte les associations, je leur demande quels sont leurs besoins, je discute avec eux, je creuse, parce que certaines associations, voilà, sont peut-être, parlent un petit peu général, mais moi j'ai besoin de creuser la mission, d'affiner la mission. Ensuite, je présente ce que j'ai trouvé aux salariés et j'organise un rendez-vous salarié-association pour que l'association présente avec ses mots et mieux que moi quelle est sa mission. Le salarié va poser ses questions à l'association. On va finir de co-construire éventuellement la mission et je me dis là, il y a un bon matching. Le salarié va aller dans l'association. Je sais qu'il va faire quelque chose. Je pense que ça va être fructueux. Je le vois après quand je fais mes bilans au bout de quelques mois et que j'interroge les uns et les autres. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un bon matching. Et un autre point qui me différencie aussi, c'est que pour moi, le mécénat de compétences, c'est tout le monde, les cadres et les non-cadres. Et ça, j'y tiens, parce qu'au départ, le mécénat, c'était essentiellement les consultants entre deux missions, et tout le monde fait du mécénat, les cadres et les non-cadres. Et les non-cadres, c'est une population, c'est un back-office, qui n'est jamais mis en avant dans les entreprises. Parce qu'on parle toujours des cadres, ceux qui sont, je veux dire, en avant, front office. Et donc, j'insiste pour que aussi les non-cadres puissent bénéficier du mécénat de compétences. Et c'est le fait d'être présente qui permet de dire aux entreprises, est-ce que vous n'avez pas aussi des non-cadres intéressés? Voilà, c'est le lien qu'il y a, vraiment un lien, je veux dire, terrain avec l'entreprise et avec les associations. Super. J'aime beaucoup la façon dont tu l'expliques. Je vois deux choses. Je vois que d'un côté, ton approche, c'est une approche où tu as vu que sur ce marché, effectivement, il y a des choses qui se font, mais elles se font peut-être en automatique. Et du coup, c'est ce qui freine peut-être l'engagement au niveau des différents protagonistes. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'engagement parce que justement, tu parles de matching. Le match, il faut que ça matche pour que l'engagement soit effectif. Et donc, peut-être que, comme tu l'expliquais, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Il y a une journée de sensibilisation par an, puis on se dit on doit le faire et on le fait entrer dans les pieds. Et toi, en fait, tu as une autre approche, une approche plus terrain, une approche plus humaine pour permettre justement qu'il y ait de vraies connexions, pour que ça soit une expérience fructueuse pour toutes les parties. Et donc, d'un côté, tu es sorti comment dirais-je, du, de l'automatisation de tout ce qui est déjà mis en place jusqu'à présent pour pouvoir être un petit peu plus proche de l'humain. Et d'un autre côté, tu étends aussi cela au non-cadre, puisque c'était quelque chose donc, qui n'était pas forcément aussi démocratisé. Donc, ce sont les deux éléments différenciants que toi, tu as apportés dans ton secteur d'activité. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, je ne dis pas que quand il y a les entreprises prennent des plateformes pour gérer le mécénat, il y a aussi des non-cadres qui peuvent se connecter. Et moi, j'insiste plus particulièrement dans les entreprises, je dis pensez aux cadres, mais aussi aux non-cadres. Et le mécénat de compétences, c'est quand même sur la base du volontariat. Donc là, les salariés, contrairement à la journée solidaire, ils n'y vont pas en traînant les pieds. C'est le salarié qui est volontaire pour faire du mécénat de compétences. Donc, il a, lui, une envie, il a une certaine sensibilisation, peut-être vers l'associatif. Il dit, j'ai envie, voilà, d'offrir mes compétences, de me rendre utile, je vais aller vers le mécénat. Et avec un mécénat accompagné, et ben pour moi, ça donne plus, voilà, mon travail, je veux dire, comment il a plus de valeur, je veux dire, il est, oui, je vais dire qu'il est vrai, je sais où est le salarié, je sais ce que fait le salarié et je peux le suivre également. Voilà, c'est ça, être au contact et du salarié et de l'association pour bien gérer ce mécénat de compétences. Et si le salarié ou l'association ou l'entreprise, il y a un souci, il m'appelle. Et moi, je vois quel est le problème, quel est l'incident, et je vais le résoudre. Je ne laisse pas après le salarié et l'association, je veux dire,
Mhm. dans l'air comme ça. Je suis présente, je suis référente pendant toute la durée de la mission des salariés. Super. Du coup, alors, c'est ce que j'aime en plus avec cet épisode, enfin, ce concept-là, c'est qu'à chaque fois, l'approche est différente. Nous, on a démarré tout de suite, puisque dans la présentation de ton activité, il y a tout de suite eu cette différenciation. Donc, on a démarré là-dessus. Mais je vais quand même te poser des questions un petit peu plus classiques pour bien comprendre un peu ton positionnement, parce que peut-être que toi, tu l'as perçu comme ça, mais est-ce que auparavant, ou en tout cas, au-delà de ça, est-ce que pour toi, justement, le fait de trouver sa différence pour un entrepreneur ou une entrepreneur, c'est quelque chose de déterminant ou est-ce que c'est juste toi, peut-être que tu le vis parce que ben, ça se passe comme ça, tu te dis, voilà, c'est entre peut-être un hasard ou bien ce sont les faits, ou est-ce que pour toi, c'est quand même quelque chose d'important de se dire que si je veux me lancer dans une entreprise, ben, je dois identifier quelle est ma différence sur le marché et je dois justement capitaliser là-dessus. Quelle est ton approche justement de cette différence pour les entrepreneurs? Oui, je pense que l'élément différenciant, c'est nécessaire. Pourquoi une entreprise prendrait telle personne et pas une autre, telle structure ou une autre structure? C'est qu'il y a une différence, soit une différence, voilà, dans la façon de gérer, dans la façon d'approcher les clients. Je trouve que l'élément différenciant, ça permet, voilà, c'est l'unicité de chaque personne. On a, je dirais, voilà, un caractère différent, une approche différente, et se différencier par rapport aux autres, c'est un plus. Sinon, on a l'impression de faire plus ou moins tous la même chose. Et je trouve que avoir une différence par rapport aux autres, ça permet, voilà, de se détacher, de se faire remarquer et dire, c'est moi, mon entreprise, avec ma différence par rapport aux autres, et je ne suis pas identique à tous les autres. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la personnalité, voilà, de chaque entrepreneur. Mhm. Mais est-ce que toi, lorsque tu as décidé de te lancer, hein, tu as dit que c'est une phrase que tu avais retenue enfin, de manière inconsciente qui est revenue à ce moment-là, et lorsque tu as décidé de te lancer, tu as tout de suite ressenti qu'il fallait le faire selon ton point de vue, selon ta conception justement du mécénat, pour amener plus d'humain là-dedans, plus d'accompagnement. Tu as plusieurs fois utilisé le terme. Mais lorsque tu t'es dit ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'a posé problème puisque, bien évidemment, quand on sort des sentiers battus, ça veut dire que, ben, entre guillemets, ce sera un tout petit peu plus difficile, hein, parce que si tu décides de prendre plus de temps pour être dans l'humain, cela veut dire que peut-être que sur le process, ce sera beaucoup plus lent, sur les résultats, ce sera plus lent. Peut-être que ça sous-entend aussi que au niveau de ta cible, ben, il y a une façon de fonctionner, il faudra amener de la pédagogie, expliquer. Enfin, quand on parle de différence, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez lourd puisque, entre guillemets, on va créer quelque chose qui n'a peut-être pas encore de cadre, qui n'est peut-être pas encore compris ou accepté. Donc, comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Quand tu t'es dit, tiens, je vais faire quelque chose de différent, je vais faire comme ça, est-ce que pour toi, tu t'es tout de suite dit, ah, ça va être chouette, ou tu te dis, wow, ok, ça va être un petit peu compliqué, comment je vais expliquer ça, comment est-ce que je vais me positionner? Comment est-ce que tu as vécu cette décision-là, en fait? Ben, En fait, c'est venu assez naturellement. Alors, d'abord, j'ai fait une étude de marché, j'ai regardé ce qui existait au niveau structure qui gérait le message de compétences. Bon, j'ai fait mon étude. Il y a 3 ou 4 grosses structures connues sur le marché. Et tout le monde l'essentiel passe par une plateforme digitale. Alors maintenant, il y en a qui commencent à se mettre en faisant son plateforme. Mais au départ, quand j'ai regardé, ce que j'ai trouvé, c'était essentiellement, voilà, des grosses structures qui faisaient ça depuis longtemps, mais que par plateforme. Et les salariés qui, en entreprise, avaient fait cette réflexion qu'ils voulaient faire plus qu'une journée, c'était des non-cadres souvent. Alors, je dis pas que les non-cadres ne sont pas à l'aise avec les plateformes ou tout ce qui est digital, loin de là. Mais il y en a certains, je savais qu'ils n'étaient pas très à l'aise. Et je me suis dit, est-ce que c'est pertinent tout de suite d'avoir une plateforme et aussi
mettre en place une plateforme tout de suite, c'est un coût non négligeable hein, quand même. Il faut développer une plateforme. Et je me suis dit, mais le mécénat de compétences, c'est quand même un lien humain, on va mettre en relation des personnes. Pourquoi eh ben, je ne le ferai pas, c'est peut-être de manière artisanale, hein, vont dire certains, mais peu importe. Pourquoi je ne le ferai pas, mais en rencontrant moi-même d'abord les salariés, en rencontrant l'association, parce qu'en allant voir les associations, je connais mieux ce que fait l'association, hein, quelle est la nature de l'association. Ça me permet, oui ou non, de les référencer. Il m'est arrivé pour une association à Lille, je suis allée la voir 2 fois. À la 2e visite, je me dis, c'est une association que je ne vais pas référencer parce que je ne la sentais pas bien installée, avec de la matière suffisante à donner. Alors, au départ, je fais quand même beaucoup par téléphone, hein, je ne me déplace pas chaque fois, mais quand j'ai référencé qu'il y a des salariés sur la ville qui veulent cette association, je vais aller la voir. Et je pense que c'est intéressant de rencontrer l'association, de connaître son fonctionnement, son mode de gestion, pour savoir si elle peut recevoir des salariés en mécénat. Si c'est sur une plateforme où on dit aux associations inscrivez-vous, on peut quelquefois avoir des surprises, d'avoir des associations dont il n'y a pas assez de matière à donner dans le cadre d'un mécénat. Rencontrer les salariés, ça me permet de savoir s'ils sont vraiment éligibles au mécénat. Ça m'est arrivé une fois dans une entreprise d'appeler la DRH et dire cette personne-là, je la sens pas trop à faire du mécénat. Et la DRH a reçu la salariée, ils ont discuté, en fait non, le mécénat, c'était pas pour elle. Et moi, en faisant ça, ça m'évite d'envoyer des salariés peut-être peu convaincus par le mécénat dans une association. Elle aura peut-être très bien pu travailler, mais ça, on ne sait pas. Et puis d'avoir des associations qui sont prêtes à recevoir un salarié dans le cadre d'un mécénat, qui sont prêtes à donner un petit peu de temps au départ, pour les former, pour leur expliquer le cadre de l'association. Donc pour moi, je veux dire, c'est venu assez naturellement après avoir exploré le passé, ce qui se fait sur le marché actuellement, et c'est peut-être mon passé RH où pour moi, le lien humain et le sens, ça a de l'importance. Ok. Donc, je suis en train de noter parce que je trouve que c'est chouette en fait, parce que tu nous donnes une approche qui, qui est différente, mais en même temps qui valide toutes les autres. Parce que là, je me suis dit que ce que tu as fait de manière peut-être intuitive, c'est un petit peu ton ikigai. Tu as fait un croisement entre les différents retours que tu avais de salariés que tu avais côtoyés. Donc, tu as fait un croisement de cela avec l'étude du marché où tu as constaté que c'était surtout des grosses plateformes en fait qui géraient tout ça de manière un peu automatisée. Et tu as croisé cela aussi avec ta fibre naturelle puisque tu as dit que tu es toi-même beaucoup plus quelqu'un de terrain et donc cela te correspondait. Et dernier élément que tu partages aussi, c'est ton système de valeurs parce que le lien humain et tout ce qui fait sens pour toi et surtout ce sens du devoir accompli, de mission accomplie en fait, ça aussi ça a de l'importance pour toi. Donc moi j'ai mis un croisement, feedback, marché, fibre naturelle et tes valeurs. C'est à partir de ça que tu as pu déterminer clairement et positionner ta différence, ton élément différenciant sur ton marché. C'est bien ça. Exactement, tout à fait. Waouh. Donc ça, c'est des clés qui sont sympas, hein. C'est des clés qui sont sympas, c'est des clés qui sont sympas et qui sont concrètes en fait, hein, pour celles et ceux qui se demandent, ok, moi j'ai pas forcément le truc parce que souvent on a parlé de quelque chose qui émerge un peu naturellement de soi. Donc c'est une approche aussi qui est très pertinente de se dire, ok, il y a des choses que j'ai identifiées, il y a des manques sur le marché et des choses qui me correspondent pour lesquelles justement je pense être ou avoir la réponse et des choses qui sont alignées à mes valeurs. Et donc ça peut être aussi une façon d'identifier et de se positionner de manière différente sur le marché. Donc merci beaucoup Corinne. Alors du coup, tu as beaucoup insisté euh, sur le fait que lorsque tu proposes cet accompagnement humain de A à Z avec le suivi, c'est quelque chose qui te garantit de meilleurs résultats, qui évite les mauvais matchs et tout. Est-ce que tu as l'exemple peut-être d'une des structures, que ce soit l'entreprise ou que ce soit l'association,
qui au départ était un petit peu réticente sur le mécénat de compétences et qui justement, avec cette approche-là, a pu se réconcilier et apprécier, ou peut-être des personnes qui avaient de mauvaises expériences, justement en passant par des plateformes, par quelque chose d'automatisé, moins peut-être à l'écoute de leurs besoins spécifiques. Est-ce que tu as un retour de ce type qui montre comment est-ce que justement cette différence fait la différence? Hum. Par exemple, un DRH d'une entreprise pour laquelle je travaille m'a dit, Corinne, si je vous ai choisi, c'est parce que vous faites un accompagnement humain et personnalisé. Il me dit, il l'a écrit, hein, c'est un soutien à l'organisation et un accompagnement sans lequel rien ne serait possible. Mhm. Et pour lui, c'est ça qui l'intéressait. C'est d'avoir quelqu'un qui est présente, qui peut appeler s'il y avait un besoin. Et il dit, voilà, c'est un accompagnement, un soutien à l'organisation. Et c'est ça qui l'a intéressé. C'est le fait que tout n'est pas digitalisé et que je vais rencontrer ces salariés pour voir. Et il l'a écrit même sur LinkedIn. Et il y a une autre personne qui dit, ça permet, un office manager avec qui je suis en lien, qui dit, ça permet à chaque collaborateur volontaire de trouver une adéquation, de trouver une association en adéquation avec ses attentes. Et c'est une mise en place du mécénat de façon sereine et pérenne. Elle dit bien, voilà, permet à chaque collaborateur volontaire de trouver une association en adéquation avec ses attentes. On peut le faire via une plateforme digitale. Mais là, pour elle dit au moins, Corinne Barren, elle s'est assurée de l'adéquation. Alors après, il peut y avoir une adéquation pour X raisons, mais au moins, il y aura eu le risque. Voilà, je veux dire, il y a eu l'effort, voilà, de recevoir le salarié, de connaître ses souhaits, ses compétences, de reconnaître les associations, de recueillir leurs missions et de faire le matching entre les deux. Et voilà. Et du coup, le mécénat, pour elle et pour l'entreprise, c'est un aspect qui est dynamique, qui est positif. Et en début de chaque année, ils relancent une campagne. Qui est-ce qui veut faire du mécénat? Et les personnes les salariés qui font du mécénat, qui sont en mécénat de compétences, ce sont les meilleurs ambassadeurs pour l'entreprise pour parler du mécénat de compétences, puisqu'ils ont des résultats, je veux dire, qui sont positifs. Donc, même s'il y en a un qui a arrêté en cours de route, hein, c'est pas grave. Mais c'est l'accompagnement. Ce qui fait que quand il y a la journée annuelle, donc on n'est plus dans le schéma de personnes qui traînent les pieds, mais on est dans le schéma de personnes enthousiastes parce qu'elles ont justement une belle expérience avec le mécénat de compétences. Oui, en fait, là, ils font plus de journée solidaire. Il n'y a que du mécénat de compétences pour les salariés volontaires. Bon, ils peuvent faire également, oui, de temps en temps, une journée solidaire, mais ça a une approche, oui, différente, parce qu'à côté, il y en a qui font du mécénat. Donc, dire, ben, tiens, nous, on n'a qu'une journée, on va le faire bien. Du coup, ce positionnement que tu as, cette différence que tu apportes, ça change tout de A à Z, en fait. Ça change tout le process de A à Z, ça change des résultats. Du coup, je suis en train de me dire que tu es en train de nous expliquer que déjà à la base, le mécénat de compétences, c'est pour apporter du sens au travail. Pour les personnes qui ne le savent pas, qui ne savent pas ce que c'est pour apporter du sens au travail. Et donc, c'est une solution, soit pour les personnes qui, comme tu le dis, qui veulent aider des associations pour ces raisons, qui sont en fin de carrière, peu importe. En tout cas, ça apporte du sens. OK? C'est quelque chose qui apporte énormément de sens au travail. Et toi, tu as dit que même cet élément-là qui apportait du sens était devenu quelque chose d'un peu automatisé et ta différence, ça a été d'apporter du sens dans quelque chose qui était déjà censé apporter du sens. C'est bien ça? Oui, oui, mais ça permet d'apporter du sens, de développer aussi la responsabilité sociétale d'une entreprise. Quelle est la responsabilité sociétale quand on parle de RSE? C'est de proposer du mécénat, c'est de donner du sens. Ça va permettre aussi, voilà, aux salariés, ils disent, ben voilà, j'ai une utilité sociale, je fais quelque chose pour les autres, je vais participer à l'intérêt général. Donc le mécénat de compétences répond à ce sens, voilà, dont on parle beaucoup en ce moment. Super. En tout cas, c'est très clair. Merci beaucoup, Corinne. Merci. En tout cas, une fois de plus, on voit l'importance, l'impact et la force de l'élément différenciant. Tu dis que voilà, comme cela, on est dans quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus positif. Donc, merci beaucoup. On va lâcher des cœurs pour te remercier pour ton partage, te remercier pour toute Merci. cette authenticité, ta générosité. Et
avant de te demander ton actualité, on va passer aux questions-réponses de celles ou ceux qui veulent en savoir plus ou qui veulent peut-être faire leur feedback si ça fait sens pour vous. Donc, Je dites-nous. crois que Sarah avait une question, il me semble, à un moment donné. Alors, Non? il faudra qu'elle lève la main si la question est toujours d'actualité. Il faudra lever la main pour prendre la parole. C'est à vous. C'est Ah, oui, c'est Vanessa. Voilà, c'est Vanessa, donc je vais la faire monter. Voilà. Allô, allô, Vanessa. Are you with Bonjour us? Vanessa. Yes, elle est là, elle est Aloha, avec nous. aloha, j'espère que vous allez bien. Oui, merci. Merci Corinne pour cette intervention très intéressante. Je vais être très rapide parce que je suis un petit peu au four et au moulin et j'ai un petit souci de batterie. Je me demandais, Corinne, si votre démarche était entre autres une manière de répondre à la problématique de l'employabilité des seniors ou pas particulièrement. C'est une très bonne question. Oui, ça peut répondre. Effectivement, nous avons des salariés en entreprise qui, en fin de carrière, peuvent montrer une certaine lassitude, ce que je comprends après 42 ans de travail, ou qui n'ont peut-être pas des compétences, je dis ad hoc avec celles d'aujourd'hui, ou qui ont un management différent, ou une structure, une entreprise veut réorganiser, elle a un salarié senior en fin de carrière, oui, on peut lui proposer un mécénat de fin de carrière, c'est-à-dire que là, le salarié il va être détaché dans une association, temps plein, temps partiel, ça peut être 2 jours par semaine. Si c'est un détachement, c'est maximum 3 ans avant le départ à la retraite. Le salarié, donc, il va dans l'association, il réalise son mécénat, il est toujours payé, il génère ses droits à la retraite, c'est le trimestre. L'entreprise a la possibilité de défiscaliser et à la fin de la mission, le salarié va passer à la retraite. Donc pour lui, ça va lui faire déjà une transition en douceur vie professionnelle retraite. Ça va lui permettre de préparer sereinement son projet de retraite parce que dans les entreprises, on ne prépare plus la retraite. Et après 42 ans, 44 ans de travail, vous vous levez un lundi matin, vous n'allez plus au boulot, c'est quand même le grand vide. Il y a ses repères. Et donc, pour des salariés en fin de carrière, le mécénat, ça peut être une solution. Au lieu de licencier un salarié en fin de carrière ou de le mettre dans un placard, en France, on a quand même 200 000 salariés qui dorment dans des placards en attendant la retraite. C'est plus humain et plus judicieux de leur proposer un mécénat de fin de carrière. Et en plus, pour l'entreprise, ça nous coûtera moins cher parce que le mécénat, c'est défiscalisable que de le garder dans un placard, quasiment rien faire. Et c'est aussi pour les seniors, pour les fins de carrière. Là, certains salariés viennent d'être rattrapés par la nouvelle loi sur la retraite où ils doivent faire 6 mois, 9 mois ou 1 an de plus. Ces salariés, eux, ils étaient dans leur tête, voilà, c'était la retraite qui était là dans quelques jours. Ils doivent faire quelques mois. Ils se sont détachés, certains du monde professionnel. Une solution, c'est de leur proposer le mécénat de fin de carrière. Et de plus, les entreprises, elles font des projections à 2, 3, 5 ans. Elles avaient peut-être supprimé le poste, prévu un remplaçant déjà. Une solution, le mécénat de fin de carrière. Je vais en association, je réalise mes missions et après je vais passer à la retraite. Et souvent, les salariés qui ont fait du mécénat avant, ils restent bénévoles. Et ça, c'est un bon plan pour les associations pour avoir des bénévoles complémentaires. Mais oui, Vanessa, c'est un moyen aussi pour les fins de carrière, pour les salariés en fin de carrière. Il faut le développer, on n'y pense pas. Il faut le faire connaître en France surtout. Voilà, c'est ça le truc de savoir qu'il y a des solutions. Il y a des solutions justement pour éviter que ça soit des transitions trop douloureuses ou des étapes douloureuses dans la vie de certains salariés. Il y a des solutions qui existent et comme tu le dis, elles sont pas toutes connues. Et toi, non seulement donc tu amènes de l'humain dans cela, et tu dois aussi faire connaître cette approche-là. Donc voilà, c'est ça la différence, c'est ça le principe de la différence. Il y a Sarah qui lève la main pour te poser une autre question. Oui, Sarah, bonjour. Alors, je suis en train de la faire monter. Allô, ouais, bienvenue. Bonjour Corinne, bonjour Muriel. Oui, vas-y. Bonjour à tout le monde. Moi, j'ai une question pour toi, Corinne. Est-ce que pour les salariés qui sont justement en milieu de carrière,
parce qu'ils ont un manque de sens ou ils ont eu un long arrêt maladie, ils se posent plein de questions. Donc le mécénat de compétences, ils partent en mécénat de compétences. Est-ce que toi, tu t'occupes aussi du lien avec l'ARH de l'entreprise pour la réintégration à un moment donné du salarié dans l'entreprise? Ma question est claire ou pas? Oui, alors la réintégration, ce sera un salarié qui aurait été détaché quelque temps dans une association. Et on le fait revenir après. Alors moi, je suis en lien évidemment avec les DRH parce que c'est la DRH ou l'entreprise qui me dit je suis d'accord pour mettre en place ce mécénat de compétences. Après, alors aujourd'hui, je le fais pas. Pourquoi ne pas s'en occuper? Alors, serait quoi la réintégration? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que le mécénat, il s'arrête et que le salarié, voilà, faute de, enfin, il n'a pas d'autre solution que de revenir dans l'entreprise parce que soit il n'a pas été accompagné pour la suite. Oui. Parce que il part en mécénat, ça peut être à un moment donné un espace pour souffler, pour se repositionner. Oui. Et est-ce que l'accompagnement, il est fait pour permettre justement soit de partir vers autre chose, soit de réintégrer l'entreprise? Alors, après, moi, je suis... si c'est pour l'aider à trouver autre chose qui fasse sens pour lui, à trouver un autre emploi ou autre, moi, c'est pas dans ma mission. Après, je peux le conseiller s'il a besoin, voilà, de réfléchir à ce qu'il veut faire ensuite. Je suis en lien avec d'autres personnes qui vont l'aider à réfléchir sur ce qu'il veut faire ensuite. Mais moi, je m'occupe pas de la réintégration. Je dis, OK, son mécénat, il est fini. On fait un bilan. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce qu'il en ressort de ce mécénat? Il peut avoir développé des compétences. Il peut se sentir, lui, plus à l'aise, plus confiant parce qu'il a vu qu'il pouvait apporter quelque chose aux autres. Mais je ne fais pas après je m'occupe pas de la réintégration et du suivi de ce qu'il peut faire par la suite. Je veux dire, c'est un autre métier. Voilà, moi je peux le conseiller, lui donner des adresses de personnes qui peuvent l'accompagner pour réfléchir à la suite de sa carrière professionnelle. Très bien. Intéressant. Merci beaucoup, Corinne. De rien, Sarah. Alors, Vanessa, à nouveau, levez la main. Vanessa, on va terminer avec ta question. Oui, je me suis reconnectée. En fait, c'était juste pour peut-être essayer de, comment dire, de rebondir sur ce qu'a dit Sarah. J'imagine, Sarah, dis-moi si je me trompe, que tu te demandais si Corinne intervenait dans le re-onboarding de la personne, en fait. Alors, intégration, je sais pas ce que tu entendais par là, mais étant donné que étant donné qu'on accueille à bord pour traduire en français et on fait aussi peut-être parfois l'outboarding, c'est peut-être ce que tu entendais par là. Tu te demandais peut-être si Corinne intervenait dans, disons, la transition entre ce monde associatif pur et puis les attendus plus classiques RH d'une entreprise. Dis-moi si c'est bien ce que tu entendais. Moi, c'est de savoir si le salarié, OK, il a été détaché pendant 1 an, 2 ans, je sais pas le maximum ce que c'est, et est-ce qu'on l'a aidé effectivement à réfléchir à ce qu'il veut pour la suite et comment ça va se passer? Ou est-ce qu'il est effectivement en dehors de l'entreprise pendant un certain temps, ça lui fait du bien et personne, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de la suite avec lui en fait? Moi qui étais assistante sociale en entreprise dans une grande entreprise bancaire, j'ai effectivement côtoyé ce sujet et je me suis rendu compte aussi que les salariés étaient quelquefois laissés à l'abandon. Ils sont partis un certain temps, mais c'est la panique à bord quand l'approche de la fin du mécénat arrive et ils se retrouvent un petit peu seuls et en panique en fait, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de revenir, mais qu'il n'y a pas eu cette préparation pour la suite. Oui, c'est bien ce que j'ai compris. C'est comme nous avons des salariés quand j'étais RH qui revenaient après 2 ou 3 ans d'arrêt maladie.
Il faut absolument les recevoir, leur expliquer où en est l'entreprise. Si il se peut qu'il y ait des nouveaux outils informatiques, des nouveaux logiciels, le salarié, il faut lui prévoir une formation. Il faut le reconnecter au monde de l'entreprise. Ça se prépare, mais c'est plutôt du côté RH. Parce que moi, dans l'entreprise, je ne sais pas s'il y a eu des changements, d'une restructuration, des nouveaux logiciels à disposition des salariés, que ce soit un logiciel, je sais pas, commercial, marketing ou autre. Ça, c'est plutôt à l'entreprise et au RH de mettre en place, je veux dire, cette onboarding bis. Voilà, aujourd'hui, ça rentre pas dans mon champ d'action. Tout à fait. Moi, c'était juste pour savoir si toi, Corinne, tu avais ce lien avec l'entreprise pendant que la personne était en mécénat. Oui, j'ai le lien. Tu as le lien. Oui, en fait, toi, tu vas jusqu'au bilan de fin de contrat de mécénat. Quoi. Voilà. Alors, je fais des bilans aussi intermédiaires. Déjà en fin de chaque année, parce que l'entreprise elle a besoin souvent dans son rapport extra-financier d'avoir des informations, puisque le mécénat c'est pas forcément le 1er janvier au 31 décembre. Il y en a qui ont commencé au mois d'avril, au mois de mai. Donc en fin d'année civile, je fais quand même un bilan parce que l'entreprise en a besoin, et je fais un bilan à mi-parcours ou quart de parcours. Quelquefois j'envoie un message mail, je demande à la personne ça va bien, ou je téléphone à l'association, comment se passe le mécénat. Et après je fais un bilan plus approfondi au bout d'un an. Je suis toujours en contact avec les RH, mais pour la partie après, quand c'est un détachement complet pendant 1 ou 2 ans, c'est vrai, aujourd'hui, je m'en occupe pas. Peut-être que c'est quelque chose que je devrais. Si je fais ça, c'est-à-dire qu'il faut que je connaisse l'entreprise. C'est un autre volet. Voilà, un peu plus, de manière un peu plus approfondie pour savoir, mais voilà, quelle est la situation de l'entreprise à date par rapport à il y a 1 ou 2 ans, quelles ont été les évolutions, est-ce que l'entreprise a changé ou travaille différemment. Voilà, je pense que c'est plus du domaine RH à mettre ça en place. Ok, super. Merci beaucoup Corinne, merci Sarah et Vanessa pour ces questions qui font sens. Je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui de notre sujet. J'aime bien ton approche et ce pragmatique aussi que tu as, Corinne. Merci. On se connaît depuis, donc je connais très bien ma coco. Oui, merci Marie. Super. Alors du coup, on va terminer par ton actualité si tu veux bien. Donc, qu'est-ce que tu as comme actualité que tu veux partager avec nous? Mon actualité, un point qui a été évoqué par Sarah ou Vanessa, voilà, c'est faire connaître le mécénat de compétences, notamment pour les seniors. Parce que mettre quelqu'un au placard 1 ou 2 ans avant la retraite, je trouve que c'est abominable. Quand on a passé des années à travailler, on se retrouve à ne plus rien faire, lire le journal ou jouer au tiercé, c'est un peu court, ou travailler sur un dossier qui n'a aucun intérêt. Donc, c'est faire connaître le mécénat de compétences auprès des seniors. Ça permet aux seniors de terminer, je veux dire, la tête haute de leur carrière et d'être un bon ambassadeur de son entreprise et d'aller aider les associations qui se développent et qui ont de multiples besoins, on l'entend tous les jours. Et mon autre actualité, c'est enseigner, je veux dire, ou informer les étudiants sur l'existence du mécénat de compétences. Et c'est donc rentrer en contact avec les écoles pour l'enseigner. J'ai été contactée par une étudiante qui finit son Master 2 RH, qui est en train de faire son mémoire sur l'accompagnement des salariés en fin de carrière. Elle m'a trouvée sur LinkedIn, sans faire de publicité à LinkedIn, et en discutant avec elle, elle m'a dit qu'on lui avait jamais parlé du mécénat de compétences comme outil, je veux dire, de gestion, comme outil de qualité de vie au travail, de QVCT, de RSE. Elle n'en avait jamais entendu parler. Elle est en master de RH, elle est étudiante, donc elle est future salariée, peut-être future dirigeante. Elle n'en a jamais entendu parler. Pour moi, c'est une aberration. Donc, j'essaye de rentrer en contact. Sur une école, j'interviens pour la 3e année dans une école. J'ai eu tous les Masters 2. Cette année, j'ai eu des bachelors. C'est de la culture générale pour eux. Ils sont super contents d'entendre parler du mécénat de compétences. Certains sont en alternance et on parle dans leur entreprise.
Donc, il faut absolument que les étudiants qui sont dans des études RH, management, parce que c'est un outil de management et autres, connaissent l'existence du mécénat de compétences. Si on leur en parle pas maintenant, quand est-ce qu'on va leur en parler? Donc, oui, rentrer dans ces écoles et de donner une conférence, 2 heures, 3 heures, le temps qui me sera donné, pour faire connaître l'existence de ce concept qui doit rentrer, voilà, notamment dans les cursus RH, qui doit rentrer normalement dans le programme. On leur parle RSE, mais on leur parle pas de mécénat de compétences. C'est quand même le mécénat de compétences, un des piliers de la RSE. Donc, c'est vraiment de la communication, de la pédagogie, vraiment à tous les niveaux, en fait. Donc, oui, tout à fait. Il y a trop de personnes. J'ai rencontré un DRH qui travaille au moins au niveau Europe. Je ne citerai pas parce que vous le connaissez. Il n'avait jamais entendu parler de mécénat de compétences. Jamais. Donc, il y a les encore solutions existent, mais elles ne sont pas connues. Exactement. Et il faut commencer, je veux dire, les piquets, les étudiants, je veux dire, dès le biberon, dès leurs études. Il faut leur en parler du mécénat. Bah, c'est nos futurs salariés, c'est nos futurs dirigeants. Hein. Donc, c'est pas quand ils seront en poste qu'ils vont dire ah mais tiens, il faut que j'aille me former sur les compétences. Non, dans les matières RH, dans les formations RSE, on passe 2 heures sur le mécénat, ça s'appelle du mécénat financier, du mécénat en nature et du mécénat de compétences. Mais sur déjà le mot mécénat, il y a des étudiants, moi je leur ai demandé, le mot mécénat, ils savent même pas ce que ça veut dire. Absolument, absolument, absolument. Donc il faut l'enseigner le mécénat, faire de l'information. C'est pour outiller justement les RH derrière, c'est pour que justement ils puissent avoir cette palette de solutions. Donc tu as tout à fait raison, en tout cas. Dans cette démarche de communication, de pédagogie, pour pouvoir sensibiliser et faciliter le quotidien en fait de ces personnes que tu accompagnes. Donc c'est top. Alors une fois de plus, on va lâcher les cœurs. Je vois il y a encore 9, 10, 11 auditeurs. Donc merci d'être là jusqu'au bout comme d'habitude. On va lâcher des cœurs. Merci beaucoup Corinne pour ce. Mais merci à vous pour votre participation. Merci à nouveau à Muriel pour cette invitation. J'ai toujours plaisir à parler du mécénat de compétences. Je sais. Et j'aime beaucoup ton approche aussi. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que tu viennes pour nous partager cela parce que voilà, c'est ce qui fait la différence. Et je sais que ça n'a pas toujours été simple parce que justement, c'est un peu face aux mastodontes des grosses plateformes se dire, OK, moi, je veux faire quelque chose, je veux faire de la couture, je veux faire, tu vois, du fait main. C'est pas toujours simple. Mais voilà, ta passion, elle est toujours la même. Ça fait des années qu'on se connaît. Ta passion, elle n'a pas diminué et le retour que tu as, les personnes que tu accompagnes te fortifie. Donc, c'est encore une fois pour encourager les entrepreneurs, pour dire que oui, ça vaut la peine de creuser, ça vaut la peine de se poser, de faire un peu d'introspection entrepreneuriale pour déterminer quelle est sa différence, quelle est son unicité, parce que c'est un élément de force, c'est un élément, comme je dis toujours, de puissance, puisque c'est ce qui t'anime encore aujourd'hui après 4 ans. Donc vraiment, merci pour cet encouragement que tu nous apportes aujourd'hui, pour la lumière aussi, la clarté sur ton activité. Merci à vous voilà. tous. Et donc voilà, donc si certains RH nous écoutent à un moment ou un autre, n'hésitez pas à rentrer en contact, ou alors les salariés en fin de carrière, bref, toute personne intéressée par la thématique, prenez directement contact avec Corinne, n'est-ce pas? Merci encore à toutes et chacun. On se retrouve demain. Demain, c'est quel jour? Demain, c'est jeudi. Demain, on a avec Toyi. C'est le deuxième homme, deuxième monsieur, donc qui va participer à l'émission. Et donc, on va terminer la semaine avec lui. Donc, je vous donne rendez-vous pour notre élément différenciant avec quelqu'un qui va être hyper Pepsi encore demain. Ça va être trop chouette. Donc, on se dit à demain. Prenez soin de vous. Bonne journée. Et écoutez, cultivez votre différence, cultivez votre unicité. Parce que c'est vraiment là où se trouve votre force, notre force d'entrepreneur. OK? Donc, à demain. Je fais un dernier lâcher de cœur. Et puis, on se retrouve demain. Merci. Merci à vous tous et merci particulièrement à Muriel et à demain. À demain. Pour écouter. Super. Très bonne journée à vous tous. Merci. Plein de bonnes choses. Merci. Merci.